Nous avons été y voir Indiana Jones et le cadran de la destinée au cinéma. Nous allons découvrir en direct nos réactions. C'est le principe du café multivers et ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve aujourd'hui avec Greg Dyser. Bonjour Salut. Greg. Ainsi qu'avec Marie. Bonjour Bonjour à Marie. tous. Et Romain Danois. Bonsoir Romain. Bonjour tout le monde. Donc Salut Romain, aujourd'hui, bienvenue. on va vous parler d'Indiana Jones et le cadran de la destinée, le 5e opus des films de la saga. Voilà, une Pas le saga. 77e comme notre épisode. Tout à fait, tout à fait. Et donc je vous rappelle le principe de l'émission. Dans une première partie, on va essayer de ne pas trop vous divulgacher l'intrigue, tout ce qui peut se passer dedans, toutes les révélations. Et on va vous donner un premier avis. Est-ce qu'il faut aller voir le film en fonction de vos goûts, de ce que vous pouvez attendre de ce film, etc. Et dans une deuxième partie, on va rentrer dans les détails. On va commencer à divulgacher, spoiler et on va même émettre des théories. Voilà, ça nous arrive. Mais avant toute chose, on va commencer par se présenter. Et honneur au nouveau, Romain, peux-tu commencer, s'il te plaît? Bonjour tout le monde, je suis Romain Dasnois. Je connais Pierre depuis très longtemps. Voilà, mon métier c'est surtout dans l'événementiel, donc c'est comme ça qu'on s'est connus, puisque je gérais notamment avec une petite équipe la programmation de Japan Expo et de Comic Con. Et puis aujourd'hui, je suis producteur de concerts, notamment dans le milieu pop culture. Donc je crée des concerts de musique de film, de musique de jeux vidéo. Et je suis aussi auteur. J'ai donc écrit un livre sur Indiana Jones, et c'est la raison de ma présence ici. Voilà. C'est pas la seule, puisque tu as fait aussi un spectacle en rapport avec Indiana Jones. J'ai un concert de John Williams qu'on fait tourner depuis un moment maintenant. On était d'ailleurs l'un des premiers à le faire en France. Premier en tout cas. Mais oui, donc on joue la musique d'Indiana Jones régulièrement en concert et j'amène parfois même des acteurs des films. Donc j'en ai eu quelques-uns qui sont passés. Voilà, je baigne quand même vachement dans cette culture. Très bien. Et moi, ça me fait particulièrement plaisir que tu sois là parce que, comme tu l'as dit, on se connaît depuis une vingtaine d'années, puisque tu avais le site internet joeysaishi.net, que tu as toujours d'ailleurs. Oui. C'est comme ça qu'on s'est connus par la musique japonaise. Ensuite, on a été collègues à Japan Expo. Voilà, et nous voilà réunis ce soir à nouveau après des années. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas eu directement, je dirais en tout cas, déjà pas vu en vrai et pas vu non plus en visio. On avait échangé des messages. On s'est croisés en salon quand même. Voilà, mais, c'est ça. Bon, après, il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, voilà. Marie, peux-tu nous rappeler qui tu es? Désormais une habituée de l'émission. On va dire une plus ou moins récurrente. Bonjour à tous. Pour ma part, dans ma première vie, j'étais archéologue, spécialisée notamment sur les Gaulois et les Romains, où j'ai fait des fouilles archéologiques à ce moment-là en Sicile, et vous saurez pourquoi, c'est plutôt sympa par rapport au film. Très bien. Et Greg Dyser, qui est un peu joli ce soir. Oui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Écoute, moi, je me contente d'être auteur de BD et caricaturiste, ce qui fait de moi l'intervenant le plus indigne de l'émission ce soir. Mais non, pas du tout, puisque en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. Et dans un autre tumulus de ma vie, voilà, j'ai travaillé dans l'événementiel, comme j'ai dit précédemment. Donc, la première question, c'est une question générale. Quel est votre rapport à Indiana Jones? Alors, Romain, tu en as déjà un petit peu parlé, mais dis-nous un petit peu plus par rapport au film, par rapport à ce que ça a pu peut-être susciter chez toi comme vocation, par rapport à ton enfance, etc., et par rapport au métier que tu fais aujourd'hui, quoi. Alors Indiana Jones, moi, j'ai l'âge du premier film, pratiquement à un an près. Donc concrètement, j'ai grandi dans les années 80, dans les années 90. Et quand on grandit dans ces années-là, Indiana Jones, c'est quand même une figure centrale. J'ai presque envie de dire plus que Star Wars. Et je pense même que les films, en tout cas la télévision française, passaient plus souvent parce que c'était beaucoup plus familial, beaucoup plus facile à assimiler, je pense, les thèmes, etc. Donc j'ai grandi avec, tout simplement. Donc c'est une figure centrale, c'est une figure forcément qui amène un peu d'affect au sein d'une culture qui est la nôtre.
pratiquement mécaniquement, hein, sans forcément le vouloir nécessairement, c'est là, ça fait partie de nous. Après, moi, je suis pas un fanboy d'Indiana Jones, je critique énormément les 5 films, donc maintenant, mais j'ai quand même une passion pour cette démarche qu'a eu George Lucas d'écrire des histoires et d'essayer d'aller un peu au-delà de ce qui se faisait, mais tout en prenant des vieilles recettes. Et Indiana Jones, c'est assez passionnant, d'autant plus quand on sort des films, parce qu'il y a beaucoup de choses en dehors des films, comme la série, comme des romans, des jeux vidéo, etc. Donc c'est assez passionnant en soi, la manière dont c'est constitué, la manière dont c'est fait, et c'est ça surtout qui me passionne. Mais je reste très critique à l'égard notamment des films, sauf le troisième que je trouve quasiment parfait, mais pas totalement. Et donc, voilà, j'en suis arrivé à écrire un livre, et c'est en écrivant le livre que je suis vraiment allé jusqu'au bout du sujet, et voilà. Et aujourd'hui, je le maîtrise assez bien, mais je le maîtrisais pas autant avant d'avoir écrit le livre. Voilà, je tiens quand même à le préciser. D'accord. Marie, en ce qui te concerne? Pour ma part, Indiana Jones, c'est un petit peu une aventure d'enfance. Je pense que comme tout le monde, hein, comme disait Romain, on a grandi un peu avec, ça a toujours été présent à la télé, dans l'univers. Et je pense qu'Indiana Jones a inscrit un style assez puissant, qui a marqué tout le monde, qui a donné beaucoup de choses, qui a inspiré beaucoup de choses, qui continuera de nous inspirer pendant encore très longtemps. Et Indiana Jones a pour moi vraiment marqué l'histoire du cinéma, avec beaucoup plus de recul aujourd'hui, hein, parce que bien sûr, je suis une petite jeune enfant des années 90, donc je n'avais pas le même âge. Et quand on les redécouvre avec un peu plus de recul, on se rend compte à quel point ça a pu marquer toute une histoire dans le cinéma. Et bien sûr, on enlève le côté historique, ça on en parlera plus tard. Mais c'est un style, c'est un genre de film, et je pense qu'on l'aime tous, et on a tous beaucoup de compassion envers ces films et envers cette saga. Très bien. Greg Deiser? Oui, tu as vu mon écran, Pierre, tu as partagé mon écran. Je crois que tu le connais aussi, mon rapport à Indiana Jones. Et en fait, j'y pensais pas du tout avant l'émission, mais ça me revient comme un boomerang. Là, je suis en train de te partager sur mon écran. C'est Indiana Jones. Moi, j'avais vu les 2 premiers films, et c'est vrai qu'enfant, je les avais vus à la télé. Alors il y avait un petit côté dégoûtant comme ça, oh la soupe aux yeux, oh les serpents, oh là là, tu vois, il y avait vraiment le côté, quand tu regardes ça enfant, t'as l'impression de vivre une expérience, et puis je sais pas comment dire, quoi, de regarder un truc interdit aux enfants, quoi, parce que trop dégoûtant. Et en fait, après, il y a eu La Dernière Croisade. Moi aussi, je considère que c'est peut-être un des meilleurs films, en tout cas un de mes films préférés, tout confondu. Et le jeu, en fait. Moi, c'est la Dernière Croisade, en fait, j'y ai joué avant de voir le film. Et après, tu restais bloqué dans ce point and click. Enfin, il y a un rapport important. Et je dirais que mon rapport, au-delà des films, ça a été aussi l'attente d'un Indy 4, et qui était propagé par le jeu, par Indy 4, le jeu. Et je pense que Pierre aussi, quand on s'est connus, on a fait le Indy 4 ensemble. Moi, je me rappelle, j'avais le 3 avec les disquettes 5 pouces 1 quart, et j'étais trop content d'avoir un copain qui avait un lecteur de disquettes 3 pouces et demi. Donc, tu vois, on n'est pas du tout de la même génération, Marie, comme tu l'as bien noté. Voilà, et donc, Indy 4, je l'ai beaucoup attendu, et voilà, j'étais un peu douché. Donc, mon rapport à Indy, c'est attention maintenant, arrêtez d'abîmer ma passion d'enfant. Alors, avant que je reprenne la main, il y a FL Reptile qui est arrivé dans les commentaires et qui nous dit une émission qui tombe à pic, qui est ici grâce à un tweet de Romain, donc, et qui nous dit bonsoir à tous et soutien à la génération 90. Ça, c'est pour toi, Marie. Merci. Et À toi, mon frère. moi, mon rapport à Andy, il est à peu près le même que le vôtre, hein, c'est-à-dire c'est le tonton d'enfance qui va vivre des aventures formidables aux 4 coins du monde. Voilà, c'est un des films que j'ai vus et revus les plus souvent, en tout cas Les Ordures et de l'Arche perdue. Ça, c'est clair que celui-ci, je l'ai vu énormément de fois. Le Temple maudit aussi, que tu parlais de la soupe aux yeux, etc. Et j'ai revu les films du coup cette semaine avec mes 3 garçons. Je leur ai montré parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient pour leur culture personnelle, et puis parce qu'ils allaient voir le 5e film avec moi. On les a tous regardés. Et voilà, ils ont eu ces réactions-là, et que nous, on a tous eu la première fois qu'on a vu le film quand on était gamin, de voir des insectes, etc. Avec les petits bruits d'ailleurs qu'ils rajoutent, parce que
Je suis sûr que ces insectes ne font aucun bruit, mais bon, ça c'est spécifique à Indiana Jones, c'est très amusant. Et comme toi, j'avais à l'époque, mais là on parle du 5e film, mais déjà pour le 4e film, quand le 4e film avait été annoncé, moi j'attendais aussi, voilà, l'Atlantis, L'Atlantide, etc. ouais. Voilà, et c'est qui n'est jamais venu. Et pour le coup, ma question suivante, on va recommencer tout de suite par Romain, c'est est-ce que l'annonce, bah, déjà de ce 5e film, et peut-être même si tu peux nous dire du 4e si tu t'en souviens, parce que c'était il y a beaucoup plus longtemps déjà, c'était quoi ta réaction vis-à-vis de l'annonce de ce 5e film? Alors j'étais pas surpris du tout parce que on savait qu'ils allaient le faire. Enfin, on savait qu'ils voulaient le faire. Et c'est également le cas du 4. Hein. Très tôt, il y a eu des rumeurs. Alors rétrospectivement, hein, moi j'étais trop jeune, mais quand il y a un 4. Indiana Jones 4 en 2008, on apprend en fait que ça fait 15 ans pratiquement, hein, après le 3e film, qu'ils veulent faire un 4e film. Donc on a toute une histoire qui se dessine, des interviews, etc. Et on sait que c'était une volonté propre. Et dès la fin du 4, on sait qu'ils veulent continuer. On sait que le 4 n'est pas une fin. Ça se lie à la fin du film, hein, où il y a une petite pirouette avec le chapeau, etc. On sait que là, ils sont pas sûrs. Ils veulent pas s'arrêter. Harrison Ford, pratiquement tout de suite, il dit les gars, je veux pas attendre 15 ans supplémentaires. Bon, il réattendra 15 ans quand même, mais au départ, ils veulent le faire même assez vite. Donc moi, quand j'apprends qu'il y a un 5e film, on n'est juste pas du tout surpris. On est même surpris que ça arrive aussi tard. On attend une annonce plus ou moins rapidement. Et puis tout ça, ça se fait aussi dans le contexte qui est un autre sujet, un autre débat, de la revente de Lucasfilm à Disney et de l'avenir de Star Wars, parce que tout ça c'est lié, ça a toujours été lié. Donc je n'étais pas surpris et j'étais impatient. Voilà. D'accord. Et toi, Marie? Pour ma part, pas surpris, mais alors faut savoir que j'ai une spécificité que vous commencez à connaître. Je vais beaucoup au cinéma, j'y vais 2 à 3 fois par semaine, les petites semaines, on va dire. Et moi, ce que je fais, c'est que je refuse de voir toute bande-annonce, je refuse d'entendre parler des films. Je fais en sorte d'arriver un quart d'heure en retard à toutes les heures de séance pour justement ne pas avoir les bandes-annonces. Et quand on a commencé à me parler de ce nouveau Indiana Jones, j'ai mis les œillères comme ça et j'ai fait non, 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 j'entends rien, je vois pas. Donc je voulais absolument m'attendre à rien. Je voulais faire comme si de rien n'était et attendre d'être dans la salle pour simplement pas y penser avant, pas monter la tête et ne pas partir avec des a priori, parce que je trouve que quand on part avec des a priori, qu'ils soient négatifs ou positifs, trop d'attentes ou au contraire peur d'être déçu, finalement ça a une énorme influence sur le film. Donc j'ai préféré vraiment mettre mes énormes œillères, faire comme si je n'entendais pas parler et j'ai attendu d'être dans la salle, tout simplement. Et toi, Greg? En fait, je crois que ce qui se déroule avec Indiana Jones, c'est qu'on a un personnage qui était daté, en tout cas qui se passait à une époque ancienne. Et en fait, plus il vieillit et plus il se rapproche d'un temps connu. Et puis aussi avec la mondialisation, il y a un truc qui fait qu'on peut plus ignorer non plus, et on peut plus se dire c'est exotique, sans doute que ça se passe comme ça là-bas. Et je crois que ça lève un petit peu en tout cas moi, mon rapport au film. J'ai eu tendance à moins croire à ce que je voyais. Les anciens films, probablement que si j'avais été un peu plus adulte à ce moment-là, j'y aurais un peu moins cru aussi. Et du coup, là, j'étais, à la rigueur, j'ai peut-être eu besoin, moi, de voir une première bande-annonce pour ce film-là, pour me dire, oui, je peux me réconcilier avec la série et me dire ça peut se finir mieux autrement. La première bande-annonce m'a donné envie. Il y avait un truc un peu plus moderne, la manière dont la musique est orchestrée aussi dans la bande-annonce, en fait, où ils font un mix entre les Rolling Stones et le thème d'Indiana Jones. Ça m'a hypé, ce passage-là, le fait qu'on revienne un peu aux nazis aussi, la notion du temps, tout ça. J'étais plutôt enthousiaste, quoi, voilà, à l'idée d'aller le voir. Alors, moi, j'étais pas aussi enthousiaste que vous, je vous l'avoue tout de suite. Moi, j'étais assez inquiet. Bah, déjà par rapport à ce qui s'était passé avec la licence Star Wars, voilà, avec la direction que ça avait pris, avec les écueils qui ont été ceux qui ont été, voilà. On va pas en reparler, on en a déjà parlé assez souvent dans l'émission. Donc pour moi, 5e film, c'était voilà, c'est un petit peu ce que j'ai mis d'ailleurs dans le titre de l'émission, qui est un petit peu
enfin, qui est volontairement provocateur, sa place est-elle dans un EHPAD? Enfin voilà, c'est une question que je pose parce que je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils ont été enfin, faire ce cinquième film, sachant voilà qu'il était déjà d'un âge avancé, qu'est-ce qu'ils allaient nous sortir? Est-ce que c'était juste pour voilà, faire rentrer de l'argent facile? Est-ce que c'était juste pour essayer de passer le flambeau? Parce que voilà, on avait bien compris que le passage de flambeau au niveau du quatrième film, bah, ça n'avait pas été ça, ça n'avait pas été acté en tout cas. Donc il y avait plein de questions qui restaient en suspens et forcément moi j'étais pas au niveau de compréhension que Romain a pu expliquer tout à l'heure. Donc moi j'étais resté sur l'aspect vraiment grand public de se dire bah voilà un cinquième film qui arrive. Je ne savais pas si toutes les planètes étaient alignées pour avoir un film voilà à succès. Romain, tu veux réagir par rapport à ça? Je te vois un petit peu trépigner. Non, 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 pas du tout. Non, non, je suis toujours en mouvement. C'est pas, je suis toujours en train de me toucher le visage. Tout ça, c'est un peu quand je me revois après en live, je suis toujours catastrophé. Toi, t'avais aucune inquiétude par rapport au film? Non, j'avais pas d'inquiétude parce que moi, le personnage, je le prends dans toute sa dimension, symbolique, tel que Lucas a développé son personnage pendant 40 ans, et pas seulement dans les films, y compris surtout dans la série, qui a mené beaucoup de compréhension dans ce qu'il a voulu faire avec le personnage. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la série, mais ça fait partie intégrante de la démarche d'auteur de George Lucas. Donc quand on parle des films, il faut parler de la série, et puis même de l'univers étendu qu'il a contrôlé, même s'il ne l'a pas écrite. Et bon, il a donné des impulsions et des grandes lignes. Donc moi, je trouve au contraire que c'est très intéressant et que j'attendais précisément de voir le personnage évoluer dans sa vie. Il évolue un tout petit peu entre le 1 et le 3. Et en réalité, le personnage évolue de 2 ans, mais dans la vraie vie, ils évoluent tous, tous les créateurs, et Harrison Ford, ils évoluent tous de 10 ans. Donc il y a une vraie maturité qui se sent, pas seulement le personnage, mais les auteurs. Et je voulais voir cette évolution. C'est très intéressant de voir comment ce personnage va vieillir, comment il va aborder un monde qui n'est plus le sien. Et on avait déjà un peu ça dans le 4, mais le 4, ils avaient plus un positionnement comme le 2, c'est-à-dire que très, très, très comédie, très grand public, très familial, et où moi j'aurais préféré un développement plus dans la veine du 3, forcément plus mature, avec toujours de la comédie, etc. Et je pense que le 5 précisément a fait ça, sans oublier que oui, Harrison Ford est vieux, donc on va pas lui faire des pirouettes comme Christopher Lee dans Star Wars. Il fait quelques cascades, mais pas tant que ça. Je parle pas d'Harrison Ford, je parle vraiment d'Harrison Ford. On le voit pas aussi actif que dans les précédents films, mais c'est fait exprès. Et je trouve au contraire que d'avoir un héros d'un blockbuster aujourd'hui en 2023, qui a littéralement 70 ans dans la fiction et 80 ans dans la réalité, et ben c'est très osé. Et c'est vraiment à saluer. Et c'est pas parce qu'il y a Disney derrière que c'est une suite d'une suite d'une suite qu'il faut minimiser qu'il faut minimiser ça. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de courage de se lancer là-dedans, même si ça a été très très laborieux quand même. N'oublions pas quand même qu'ils ont changé de réalisateur, et ça c'est quand même généralement pas simple. Alors, il y a Orion Pax en commentaire qui dit: perso, j'ai été hypé dès l'annonce officielle, j'en tremblais, je verrai enfin mon premier indie au cinéma. Et Anne-Claire qui nous dit: pour ma part, si on m'avait dit essaye, on a passé un bon moment, je n'y serais jamais allé. Voilà. Mais alors, du coup, Greg, toi, pareil, t'étais confiant, Indiana Jones 5, ça allait passer crème? Ben, alors non, j'étais pas confiant, d'autant que Harrison Ford, moi je l'avais vu tellement vieux, déjà au moment de Star Wars épisode 7, je m'étais dit comment on peut croire encore à un personnage qui part à l'aventure dans cet état. Je dirais que la bande-annonce m'a rassuré, encore une fois. Moi vraiment, c'est la bande-annonce qui m'a plongé dans le truc, et je me suis dit là, je pense que je vais aimer, voilà. Il y avait tous les éléments pour moi pour me dire... il y avait suffisamment d'éléments de scénario qui étaient dispensés pour dire on va revenir à des trucs qui vous plaisent un peu plus, allons-y gaiement, quoi. Marie, pareil pour toi, du coup, t'étais... Moi, la seule chose, on va dire, que j'ai vue, parce que c'était quand même le plus intéressant, c'était le réalisateur.
Le fait, comme disait justement Romain, qu'ils aient changé de réalisateur, c'est parfois très dangereux et parfois très bon. Et c'est finalement là une belle chose parce que James Mangold a signé des films que personnellement j'adore, ou il a participé au moins à des films que personnellement j'adore. Et j'aime bien faire un petit parallèle avec Logan. Logan qui présente quand même Wolverine comme un héros qui est à bout totalement, qui est pas tout à fait fini, mais un peu quand même. Et là, finalement, j'ai retrouvé cette patte qu'il avait avec son écriture un petit peu western, avec son écriture qui respecte profondément les autres Indiana Jones. Et quand j'ai vu le nom de James Mangold sur ce dernier opus, je me suis dit, en fait, c'est à ça que je m'attendais. Et il est resté fidèle à lui-même. Donc c'est la seule chose qui m'a profondément encouragée à me dire que ça valait vraiment le coup d'y aller dès sa sortie, c'est qu'il était signé par lui. Alors, C'est vrai qu'au-delà, ouais, pardon, vas-y. Non, j'allais vas-y, vas-y. rebondir sur les, parce qu'au-delà des bandes annonces, puisque je me rappelle très bien de la bande annonce du 4 aussi, il y avait ce côté, certes, j'ai l'air d'un vieux au regard d'un jeune que je vais croiser en blouson de cuir comme ça, mais je suis à la retraite, je suis prof à mi-temps, quoi. Voilà, je suis prof et aventurier à mi-temps. On nous le vendait vraiment comme, j'ai pas fini. Là, c'est vrai que le film, il se positionnait déjà différemment dès la bande annonce, c'est-à-dire, il dit, je suis à la retraite, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer s'il y a l'appel de l'aventure avec quelqu'un qui a raccroché, quoi. Alors, deux choses. La première, c'est la bande-annonce. Euh, il faut dire que la bande-annonce, finalement, elle est bonne, elle est bien faite parce qu'elle raconte pas grand-chose de ce qu'on voit dans le film. Alors, si vous regardez dans les détails, une fois que vous avez vu le film, effectivement, vous voyez voilà, des choses qui sont montrées, qui sont sous le nez, mais voilà, qui passent tellement rapidement que voilà, c'est difficile de les mettre en contexte. Mais du coup, il y a quand même quelques surprises. Il y a des surprises au niveau des acteurs d'ailleurs, notamment. Je suis même pas sûr qu'on le voit dans la bande-annonce, Antonio Banderas. Voilà. Bon, après, c'est pas, ils n'ont pas forcément des très grands rôles, mais ils sont présents. Il y a toute une certaine génération d'acteurs qui est présente. Moi, j'étais quand même. La bande-annonce, elle m'avait pas rassuré non plus. Elle m'avait pas rassuré parce que c'était Lucasfilm, c'était le nouveau Lucasfilm, celui de Disney. Et j'avais peur qu'il y ait des cases à cocher. J'avais peur que ce personnage féminin là qui est présenté dans la bande-annonce, ce soit le personnage féminin de service dans les Disney récents, voilà, qui soit pas forcément plaisant. Et là, je commence déjà à rentrer dans le vif du sujet par rapport au développement de l'émission. Oui, vas-y, non, Ouais, vas-y. parce que là, je vois dans les commentaires, ça m'inspire une autre question. C'est au-delà de ça, c'est Orion Pax qui nous dit, au-delà de ça, Indiana Jones, c'est l'aventure avec un grand A, le retour du film d'aventure au cinéma. Ça m'interroge, ça, le retour du film d'aventure, parce que on est quand même allé voir Uncharted, il y a eu Tomb Raider, il y a eu plusieurs Tomb Raider. Avec un grand A, il a dit. Hein. Oui, oui, tout à fait, mais Et justement, les films que tu as cités, on peut pas leur mettre un grand A. C'était Voilà. tout à fait Il y ma a débat, question. il y a débat. Parce qu'il y a eu Benjamin Gates aussi, c'est des films que j'ai pas forcément appréciés. Et ce que j'allais vous demander, vous, c'est est-ce que vous aussi vous trouvez que Indiana Jones c'est vraiment le label rouge du film d'aventure, ou est-ce que vous avez des exemples quand même de films d'aventure réussis ces dernières années? Alors, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça fait lien avec ce que j'allais dire justement. Finalement, en voyant le film, moi j'étais super rassuré parce que je reprends ce que vient de dire Marie avant et ce qu'a dit un petit peu Romain en filigrane avant. C'est un Indiana Jones. C'est 100% un Indiana Jones. C'est le 5e film de la franchise. Il aurait pu être écrit il aurait pu sortir il y a 30 ans. On n'aurait pas vu la différence pour moi. Alors après, oui, on pourrait dire sur les effets spéciaux, sur les méthodes, etc. Mais pour moi, c'est regarder les 5 films les uns derrière les autres et voir celui-là, jamais on lui donnerait, à part évidemment l'âge de l'acteur, mais je veux dire dans l'état d'esprit, etc. Il est tellement dans la continuité que c'est difficile de se dire qu'il y a autant d'écart finalement entre le début et la fin. Il n'y a pas de dissonance. C'est vraiment la suite. C'est le 5e épisode d'une série. Alors bien sûr, dans une série, il y a toujours des hauts et des bas. On peut se dire que on a moins aimé le 2, on a moins aimé le 4, etc. On a préféré le 3. Mais voilà, c'est le 5e épisode. De A à Z, j'ai retrouvé tous les éléments qui me plaisent dans Indiana Jones. Et effectivement, l'aventure avec un grand A, c'est Indiana Jones. Les autres films, tu en parlais de Uncharted, on avait fait une émission dessus. Je suis désolé, non, ils ne lui arrivent pas à la cheville. Ils essaient de copier des éléments, etc., de reprendre des choses, mais non, ils n'arrivent pas à retrouver cette fantaisie, cette magie qu'on retrouve dans Indiana Jones.
Qui veut réagir? Marie, Romain? Ouais, moi je vais trancher un petit peu avec vos avis. Tous les films que vous avez cités, moi c'est simple, je les adore. Mais je les aime profondément. J'aime Benjamin Gates, mais je les ai vus des centaines de fois. Uncharted, j'ai dû le revoir au moins 5 fois. Je suis allée le voir 2 fois au cinéma. Ça peut paraître très curieux, surtout que je suis archéologue et que ça devrait me faire absolument hurler parce que c'est. Je suis la première à subir les clichés. Hein. Quand on demande ce que je fais dans la vie, que je suis archéologue, on me dit ah bon, comme Indiana Jones, mais c'est pas un vrai métier. Bon, j'aimerais bien de te taper, mais donc ça devrait me faire hurler. Mais au contraire, en fait, Indiana Jones a vraiment lancé une marque, a lancé un style. Ça s'est retrouvé, on n'a pas parlé. Tu parlais un petit peu des séries, Romain. Sidney Fox, ça s'est inscrit aussi dans cette lignée-là, dans ces aventures qu'on pouvait Ouais. vivre. Et Indiana Jones, pour moi, il y a quelque chose de caractéristique, c'est que c'est kitsch. C'est kitsch à souhait et on aime ce côté kitsch. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été très bien dosé par ceux qui ont voulu reprendre ce style, par Benjamin Gates, par Uncharted, par Tomb Raider, surtout les films Tomb Raider. Ça n'a pas toujours été bien équilibré. Ils n'ont pas réussi à avoir le talent d'Indiana Jones, qui a une âme tout à fait unique, tout à fait particulière. On retrouve absolument de tout, on passe par plein d'émotions. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très typique d'Indiana Jones. Et les autres, même si je les adore profondément, moi je remercie Indiana Jones parce qu'ils n'auraient jamais existé sans ça. Sans cette saga, sans leur travail. Je sais très bien que tout ce qui a suivi après n'aurait jamais existé. Alors oui, ça n'arrive pas à la cheville parce que c'est juste très différent, mais ça existe grâce à Indiana Jones et pour moi, ils ont vraiment marqué un genre. Voilà, désolé, je fais part de ma passion. Mais c'est bien, c'est bien. Romain, Ouais, tu c'est veux très bien. réagir à ça? Euh, les Bah, t'as Tomb des goûts de Raider, merde, t'as des goûts de merde. Voilà. Ah non, pas du tout. non, pas du tout. Les Tomb Raider et notamment le Uncharted, déjà, bon, c'est des adaptations de jeux, donc c'est plutôt eux qu'il faut saluer, je dirais, comme les dignes successeurs d'Indiana Jones. D'ailleurs, je le dis tel quel dans le livre. À la recherche du successeur, c'est qui le vrai grand successeur d'Indiana Jones? C'est Uncharted et on va dire les récents Tomb Raider, parce que les précédents, Tu c'était parles bien des plutôt jeux, là, on parle des films, en fait, c'est ça. je parle des jeux. Oui, d'accord. Et le gros problème des films, en l'occurrence adaptés de ces jeux-là, c'est qu'ils sont tout simplement extrêmement mal réalisés et produits. Et ça, voilà, je veux pas, comment dire, donner un avis péremptoire, mais bon, et je peux comprendre qu'après il y a un effet générationnel, parce qu'on disait la même chose aussi d'Indiana Jones à son époque. En comparaison au grand cinéma d'aventure hollywoodien et de western, les grands espaces, les décors réels, etc., où Indiana Jones, à 80%, c'est des décors en studio, tournés à Londres. Donc, il faut pas oublier aussi qu'on faisait ces critiques-là à l'encontre d'Indiana Jones, mais c'est vrai que malgré tout, effectivement, le niveau a eu plutôt tendance à se niveler vers le bas, et tout James Mangold qu'il est, et j'adore James Mangold, il est clairement pas dans le 5 à la hauteur d'un Steven Spielberg sur le 4, à mon humble avis. Et pour répondre à ta question, pour moi, les derniers grands films d'aventure qu'on a eu au cinéma, en dehors donc d'Indiana Jones, pour moi c'était genre Pirates des Caraïbes, mais sinon c'est effectivement un genre qui est assez qui a assez déserté, on va dire, les salles de la production, quoi, la production de films grand public, sous-entendu comme ça, hein, parce que de la production il y en a plein dans tous les pays du monde, mais vraiment le grand cinéma d'aventure américain, je dirais Pirates des Caraïbes. Et en dehors de ça, j'en trouve pas vraiment. Est-ce que c'est pas justement parce que, comme l'a dit Marie, c'est un genre qui est finalement casse-gueule, parce que quand on veut faire croire à ce genre d'aventure, surtout peut-être encore plus en 2023 où on a accès à Internet, qu'on a accès à une culture à laquelle on n'avait pas accès dans les années 80 ou même au début des années 90, est-ce que c'est pas casse-gueule de faire un film d'aventure qui soit crédible? Et là, moi, j'en viens à pas un deuxième avis sur le film, parce que mon avis reste positif globalement, mais je me dis, est-ce que finalement mon avis n'est pas biaisé parce que c'est un film d'enfance, j'ai un attachement nostalgique avec, qui est fort, et je me dis, est-ce que les générations actuelles, est-ce qu'ils sont capables d'apprécier ça de la même façon que nous, ou est-ce que c'est nous, quarantenaires, qui sommes là, voilà, super contents de retrouver Indiana Jones, le tonton Jones qu'on n'avait pas vu depuis des années, et que bah, ce style de film, bah, il est désuet et qu'il n'a plus lieu d'être et que on n'y croit plus et que si on nous avait mis un autre personnage dans un autre film sorti avec un autre acteur de nos jours, avec un autre acteur d'ailleurs de 80 ans, est-ce qu'on aurait apprécié autant? Est-ce qu'on aurait été le voir ou pas?
Je pense honnêtement, je suis d'accord avec toi, Pierre, hein, c'est que ça joue énormément. Et moi, je vais faire un parallèle que j'ai envie de faire depuis le début. Il y a un film qui est sorti l'année dernière, et là, je vais parler encore une fois, vous me connaissez, pour ceux qui commencent à me voir, d'un film français. Parce qu'on a un film français qui s'est inscrit finalement là-dedans, c'est Jack Limoun de Malik Bentala, pour ceux qui l'ont vu. J'ai pas C'est vu. un film qui est extrêmement mitigé, c'est pas un bon film non plus, hein, c'est pas un film grandiose ni rien du tout. Mais je me dis que avec 14 millions d'euros de budget, comparé à Indiana Jones qui doit faire de souvenir, c'est 280 millions le dernier Indiana Jones de souvenir. Donc on est vraiment pas du tout dans les mêmes ordres d'idées, hein, mais avec 14 millions de budget qui est à la fois peu et quand même pas mal du tout pour un film français, il a réussi à faire un film d'aventure et encore une fois, il reprend les codes Indiana Jones qui mélange avec un petit peu tout ce qu'on a vu, hein, tout ce dont on a parlé, de Tomb Raider, de tout ça. Et finalement, c'est dur de sortir des films comme ça aujourd'hui. C'est très 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 difficile parce que tout le monde garde en tête Indiana Jones. Et comme le dit Pierre, si c'était vraiment un autre acteur, un autre réalisateur, mais avec les mêmes budgets, euh, est-ce qu'on aurait autant aimé? Est-ce qu'il aurait eu aussi bonne presse? C'est pas sûr, parce qu'il y a quand même l'effet nostalgie qui joue énormément. Mais moi, je salue vraiment le fait que le cinéma continue à vouloir essayer de faire des choses. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression, je vais vraiment faire le vieux con là, mais avec les réseaux sociaux, tout ça, que le monde rapetisse en fait. Maintenant, n'importe quel site incroyable, tu as des files d'attente d'Instagrammeurs qui vont se prendre tous le même selfie. Et du coup, il y a un truc que ça crée chez moi, c'est que j'ai du mal à me dire qu'il y a encore une stèle quelque part à soulever pour trouver en dessous un artefact que personne a trouvé avant qui que ce soit. Maintenant, tu sais, on en parlait au moment d'Uncharted, je sais plus dans quelle ville, s'ils sont à Venise ou quelle ville en Italie, et puis en fait, sous les égouts, il y a encore des engrenages et des mécanismes. Et je disais, où est l'entreprise de BTP qui a laissé passer ça? Et en fait, c'est ce que je me dis, c'est que le vrai film d'aventure, pour moi, ne peut fonctionner que quand il est d'époque, entre guillemets, à l'époque où il y aurait encore eu quelque chose qui n'aurait pas été déterré. Et là, je le ressens comme ça. En fait, plus on se rapproche de notre époque, plus le personnage vieillit et moins on peut y croire. Et peut-être ce qui fait que je croirais moins à Uncharted, c'est le côté, ah ben regarde, si on croise si on met le plan sur tel truc, et ben là, on va trouver des épaves. Non, j'y crois plus en fait, qu'on puisse encore trouver des épaves quelque part sur notre planète. Alors, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est très pertinent. On peut trouver encore des épaves sur notre planète. Ça, par contre, c'est peut-être une exception qui confirme la règle. Ouais. Et Uncharted, c'est vraiment un bon exemple parce que pour le coup, les jeux, on y croit à fond. Ouais. On va vraiment explorer des coins extrêmement reculés, extrêmement difficiles d'accès. Et puis, comme on est nous-mêmes joueurs, on a une sorte d'immersion qu'on peut pas avoir dans les films, qui fait que on a cette on a cette croyance qui reste. Mais effectivement, dans les films, c'est plus compliqué puisqu'on a moins de temps à mettre en place l'environnement, etc. Ça va très vite. Mais c'est tout à fait juste ce que tu as dit. Il y a une désacralisation du sacré, quoi. Enfin, avec le fait de pouvoir explorer chaque centimètre carré de la planète avec Google Maps, etc. Ce qui fait que cette grande démarche qui était très étonnante il y a encore quelques décennies, aujourd'hui, tout le monde est un peu blasé. Et je prends exemple d'un truc tout bête. Tu parlais d'Instagram. Je m'étais abonné sur Instagram au hashtag Indiana Jones. Et je me suis désabonné en 2 semaines parce que je ne voyais que des photos de selfies complètement débiles à Petra et ce genre de choses. Et ça désacralise totalement ce que c'était. Et quand Petra est montrée dans Indiana Jones en 89, c'était effectivement absolument... personne connaissait, les gens connaissaient, mais pas tant que ça auprès du grand public. Et c'est la même chose d'un point de vue historique et même archéologique, et je pense qu'on y viendra. Quand Indiana Jones montre le Graal en 1989, ou quand il montre l'Arche d'Alliance en 1981, la représentation de ces artefacts bibliques, elles n'existent pas auprès du grand public. Elles existent dans des livres universitaires, dans des livres d'histoire, mais dans l'imaginaire collectif, au cinéma, leur représentation est encore extrêmement rare. Et aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu, c'est vrai. Mais
ça nous empêche du coup de juger les films pour ce qu'ils sont réellement. Et un film, c'est quoi ? C'est du montage, c'est de la musique, c'est de la direction d'acteurs, c'est une photographie, c'est des effets spéciaux, etc. Et je pense qu'on juge peut-être un peu trop ces films-là par un prisme d'analyse ou de prise de recul sur l'imagerie historique ou d'aventure qu'on s'en fait, basé sur des films qui effectivement ont déjà plusieurs décennies. Donc il y a un mélange d'affect et de pas mal de choses qui est pas facile à analyser, mais qui fait qu'effectivement on en est là avec ce film qui n'est pas jugé pour les bonnes raisons. Et je rebondis sur ce que tu dis juste pour faire une première conclusion, cette première partie, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, c'est un film d'aventure, c'est un film où on s'émerveille en fait, où il faut pas essayer justement de rester dans cette approche peut-être trop manichéenne du cinéma, et puis vraiment prendre ce que c'est, prendre le cinéma là pour ce que c'est-à-dire un divertissement. Et je reviens à ce que je disais par rapport au personnage féminin qu'on voit dans la bande-annonce. Et là, justement, je suis heureux de ce personnage féminin parce pour moi, je l'ai trouvé bien écrit, je l'ai trouvé bien joué, je l'ai trouvé pertinent parce que, j'en parlerai dans la partie spoiler, et il n'essaie pas de répondre à un agenda politique qu'on peut retrouver dans d'autres productions récentes. Encore que, mais on va dire d'une façon positive, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. Et c'est en ça, moi, que j'ai vraiment apprécié cet Indiana Jones, c'est que c'est un véritable divertissement. Je crois que c'est Anne-Claire qui le disait dans les commentaires tout à l'heure. Vas-y, tu vas passer un bon moment. Bah oui, c'est ça. En fait, Indiana Jones 5, Elle disait qu'elle n'y serait pas allée. Si on lui avait pas dit, vas-y, passe un bon moment. Et pourtant. Et pourtant, et on y passe un excellent moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai vu exactement le film que j'aurais voulu voir. Si on m'avait dit, voilà, Indiana Jones 5, qu'est-ce que tu veux mettre dedans comme chose, comme élément, que ce soit de l'humour, de l'action, de l'aventure, des paysages, des paysans, pour le dire. Voilà, moi j'ai trouvé ça top. Voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que j'ai envie de vous relancer d'un débat. En tout cas, moi, ce que tout m'évoque, là, je vais plutôt vous donner ma conclusion tout de suite là-dessus. C'est que tu dis c'est un divertissement, et à l'heure où on est beaucoup à avoir fait Uncharted, à l'heure où on est beaucoup à avoir fait les Tomb Raider, et à avoir une autre manière d'explorer, de trouver les trésors, et dans une moindre mesure Zelda. Hein. Moi, je suis en train de faire Zelda et je suis en train de faire des fouilles archéologiques sur les sites dans le désert, tu vois, pour essayer de trouver des orbes et des trucs comme ça. Je me demande si ça joue pas que les héritiers finalement d'Indiana Jones sont passés par le jeu vidéo pour nous offrir d'autres personnages qui ensuite ont été adaptés au cinéma. Et du coup, ça fait longtemps qu'on est nos propres aventuriers dans les jeux vidéo. Et là, on revient quelque part à un aventurier de cinéma, c'est-à-dire à être simplement spectateur de cette aventure-là. Alors peut-être que moi, j'ai l'impression d'avoir franchi une étape, on va dire culturellement parlant, en tout cas d'avoir vécu d'autres aventures. Et t'as passé un bon moment quand même, du coup ? Oui, alors moi j'ai pas passé un mauvais moment. Là où j'arrête pas de parler de vanter la bande-annonce depuis tout à l'heure, la bande-annonce m'avait laissé imaginer des choses que j'ai pas forcément vues dans le film. Et d'ailleurs, il y a un plan de la bande-annonce que je crois pas l'avoir vu dans le film. Mais comme vous savez, je m'endors parfois au cinéma. Non, il y a des plans qui sont pas dans le film. Ouais. Et donc, à un moment donné, en fait, je sais pas si je reparlerai dans la partie spoiler. On en reparlera à ce moment-là. En tout cas, j'ai pas passé un mauvais moment. Par contre, il s'est passé un truc aujourd'hui. Je me suis réveillé, alors il fait très chaud, je suis fatigué et tout. J'ai hâte d'être en vacances et j'ai eu l'alerte pour l'émission de ce soir. Et je vous jure, j'ai tiqué. J'ai vu Café Multiverse Indiana Jones et je me suis dit « Ah mais oui, je l'ai vu ». Voilà. Au bout d'une saison, alors c'est vrai qu'on a eu une saison dense, on a vu énormément de programmes, je crois que le film ne m'a pas marqué profondément. Je l'ai vu, j'ai vu probablement quelque chose de proche de ce à quoi je m'attendais, mais c'est pas l'événement inconsciemment que j'aurais aimé ressentir au devant de tout l'affect que j'ai pour le personnage. Pour autant, on est allé le voir tous les 4 en famille. Mes enfants, je crois qu'ils ont apprécié. On a passé un bon moment. C'est pas cependant un film dont on a débattu pendant des heures. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant par rapport à 2-3 petites choses que vous avez dit.
déjà par rapport aux réseaux sociaux actuels et le fait que ce soit autant partagé. Alors, les Indiana Jones, depuis le début, la crédibilité, elle est à moins 10 000. Et oui, C'est-à-dire que depuis le début, il n'y a absolument rien de crédible, il n'y a rien qui est bon. Même au niveau des décors, tout est ultra kitsch, c'est du cliché à souhait. Et en fait, depuis le début, c'est le cas. Sauf que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu la seule image qu'on avait, la seule représentation. Et en tant que public, quand on n'était absolument pas dans ces domaines, on se portait et on laissait se porter à se laisser croire que, ah ouais, peut-être qu'on peut imaginer que ça puisse être comme ça et ça ne nous déplaît pas comme idée. Et on se laissait pour, porter. pour aller dans le sens de ce que tu dis, Marie, et je ne t'interromps pas, je vais dans le sens, c'est pour aller plus loin, c'est que je me rappelle très bien la première fois que je l'ai vu en DVD, je n'avais vu finalement les deux premiers, L'Arche perdue et Le Temple maudit, que sur un tube cathodique, tu vois, ou en VHS. Quand je l'ai découvert en DVD, j'ai fait what? Mais c'est du carton-pâte, vraiment, et je m'en étais jamais aperçu avant. Pardon. Non, mais c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, peut-être qu'on voit trop de choses et au final, on prend plus le goût de se laisser à l'imaginaire et de se laisser porter par une réalité quelque peu modifiée, voire très modifiée. Et c'est vrai que depuis les premiers, historiquement, c'est zéro. Au niveau des décors, c'est zéro. Tout est cliché. Il n'y a rien qui correspond à la réalité. Enfin, voilà. Et je pense que ce dernier, c'est vrai que vous avez peut-être eu cet arrière-goût parce qu'aujourd'hui, on se laisse un peu moins surprendre par une modification de la réalité. Et c'est vrai qu'à titre personnel, j'ai découvert enfant Indiana Jones, j'ai découvert Sidney Fox, j'ai grandi avec, et c'est pas du tout ça qui m'a fait devenir archéologue, loin de là. C'est les voyages, les musées, et je faisais vraiment le distinguo entre les deux. Et avec le recul maintenant professionnel de ma petite carrière d'une dizaine d'années derrière moi, c'est encore pire. Et en fait, je le prends, comme vous le dites, comme un divertissement, parce que je pense que ce type de film-là, comme Uncharted, comme Benjamin Gates, il faut les prendre comme des divertissements, des films où on se laisse porter, où on se laisse rêver, et où on se dit ah ouais, ça peut être cool de découvrir quelque chose. Et de se laisser simplement porter par ce sentiment enfantin. Parce que moi, j'ai l'impression que devant ces films, on redevient tous des enfants qui font une chasse au trésor, quoi. Et c'est ça que nous font vivre ces films. Et moi, j'ai passé, comme pour les autres, un très bon moment. Et par contre, je suis entièrement d'accord avec toi, Greg, pour la fin. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je pense que, contrairement au 4, parce que moi, le 4, j'ai beaucoup apprécié, alors que beaucoup de personnes sont un peu mitigées, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai revu avec plaisir et je m'en souviens encore avec les années très bien. Celui-là, je suis pas sûre que ce sera le cas. Ce sera ma conclusion. Il y a Orion Pax en commentaire qui dit le bruit des coups de poing, et je voulais en parler parce que moi ça m'avait choqué quand j'avais vu le 4. Effectivement, quand t'as vu beaucoup de films d'action, de blockbusters, revenir à ce truc-là où il fait des bruits de coups de poing qui donnent un bruit qui n'existe pas en fait, un bruit de cinéma. En fait, c'est vrai ça fait partie des éléments qui devraient nous rappeler qu'on est dans un divertissement pulp, hein, pour reprendre le mot que j'ai beaucoup lu comme ça. Et je crois que le désaccord entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas vient de là. Peut-être faut-il se rappeler que c'est un film de genre, d'un genre pas tout neuf, mais de ce genre-là. Le cri de Willem, qui était aussi présent, et ces éléments-là. Romain, tu veux nous donner ta conclusion? Non, mais non, très bien. Non, j'ai bien suivi. C'était bien. T'es d'accord? Mais c'est les spectateurs de l'émission. Non, mais tout est lié à cette notion d'affect. Ça ne concerne pas que Indiana Jones. Aujourd'hui, on juge les films avec une rapidité. Enfin, on est dans un monde où on consomme très 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 vite et on jette aussitôt. C'était pas le cas avant, mais je tiens quand même à préciser que à l'époque, il y avait quand même beaucoup de gens qui pointaient les Indiana Jones parce que c'était pas très bien foutu, parce que c'était caricatural, même la position de la femme, notamment dans le Temple maudit. À l'époque, en 84, ça avait fait un tollé. On parlait pas de culture woke et on parlait pas de politique, etc. Comme tu as commencé à le dire, Pierre, ça c'est de la fabulation. Ça a toujours existé. C'est juste qu'on le porte en épingle aujourd'hui de notre temps. Et Indiana Jones 4, c'est exactement ce qu'il a subi sur Internet. C'est-à-dire que tout le monde trouvait la scène du frigo assez bonne, voire même excellente, si on en croit tous les commentaires sur... parce qu'eux, on peut les retrouver sur IMDb, notamment d'il y a 15 ans, parce que je suis allé les voir, je suis allé les lire. C'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Et c'est devenu en fait une blague sur Internet, sur un forum spécialisé en mèmes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Genre, les gens fabriquent des mèmes pour se moquer de situations diverses et variées, que ce soit dans des films, dans la réalité, etc. On a fabriqué ce mème
on s'en est moqué, c'est devenu un code, c'est devenu un langage, et aujourd'hui, on en rigole. Parfois même des gens qui n'ont pas vu le film vont connaître le même et vont en rire et vont le catégoriser comme ça. À l'époque, ça ne se faisait pas, c'est vrai. Mais il y avait quand même des détracteurs et il faut toujours s'en souvenir. Les détracteurs n'ont pas changé d'avis, c'est juste qu'ils ont été remplacés par d'autres personnes qui, eux, ont vu ces films quand ils étaient gamins, et je suis absolument persuadé, de la même manière que le 4 est réhabilité avec des gens qui n'ont pas forcément eu l'affect des précédents, je suis persuadé que dans 20, 30 ans, il y aura des gens pour défendre comme nous, comme ça, sur des chaînes Twitch, les Star Wars 9, les Indiana Jones 5 et compagnie, et que comme ils auront l'avis dominant, parce que nous on sera plus là, on sera des vieux cons dans des EHPAD, et ben ils auront raison, tout simplement. Ce sont des effets générationnels, et il faut bien comprendre comment le mécanisme fonctionne pour, au final, évidemment on peut ne pas aimer sur des bases très concrètes les films, mais généralement on les aime aussi pour de mauvaises raisons, et je pense que c'est vraiment le cas des premières Indiana Jones, qui n'étaient pas forcément meilleures que le 4 ou le 5. À ceci près, pardon, je relance encore, je remets toujours une pièce dans la machine. Moi, c'est mon rôle dans l'émission. Du coup, là, on pourrait se dire que le film pourrait être bien accueilli, par exemple, par des enfants qui découvriraient pour la première fois ce film d'aventure. Cependant, ils mettent en scène un personnage à la retraite, trop vieux pour partir à l'aventure sans doute, et du coup ça crée un décalage, je trouve, entre la cible potentielle de ceux qui se poseraient pas la question aujourd'hui et le thème, un des thèmes du film, c'est-à-dire accepter de voir son héros vieillir. Et je rebondis sur ce que tu disais, Romain, par rapport au même, parce que c'est amusant justement, parce que mes gamins, eux, qui n'avaient pas encore vu les films, ils connaissaient le même du frigo, quoi. Donc voilà. Exactement. Sans transition. Non, mais je l'ai analysé dans mon livre, c'est rigolo parce que j'ai compris, j'ai essayé de remonter qui a créé ce même, quoi. Enfin, c'est assez rigolo. Et en fait, même le précédent même qui était généralisé sur Internet, c'était Fonzie. On connaît tous plus ou moins cette scène dans Happy Days. À un moment donné, Fonzie, il fait du surf et il saute par-dessus un requin. Et c'est devenu un mème sur Internet, et on l'appelait Jump the Shark. Et en fait, dire Jump the Shark, ça c'était le synonyme de quelque chose qui était aberrant. Et on a remplacé ce mème par un autre qui est devenu Knock the Fridge d'Indiana Jones 4. Mais il faut savoir que sauter par-dessus le requin dans Happy Days, à l'époque, ça avait choqué personne, ça faisait rire les gens. De toute façon, c'était une comédie, Happy Days. C'est devenu un mème genre 20, 30 ans plus tard sur Internet. Ça ne l'était pas avant. Donc ça illustre encore une fois que tout ça, ça a été fabriqué par des petits rigolos sur Internet pour faire rire. Et que malheureusement, et c'est quand même une question sérieuse, c'est qu'aujourd'hui, ça influe sur la perception que les gens vont avoir d'un film ou d'une œuvre en général. Et là, on est complètement dans le thème, puisque le 4 s'est fait bâcher pour plein de raisons différentes, et notamment pour des raisons qui n'étaient pas justes du tout. Il y a des choses qui ne vont pas dans le film, mais globalement, il a été bâché pour de mauvaises raisons. Par pitié, je pense que je suis la seule à l'avoir vu. Allez-y. Vas-y, Marie. Au-delà du bashing, je suis pas sûr qu'on t'ait entendu, Marie, du coup j'ai pas compris ce que t'as dit. C'est juste envoyez-moi ce même, je suis la seule à pas l'avoir vu, bon sang. Et moi, au-delà du bashing et du mème, très honnêtement, je suis sorti catastrophé du 4, et là je l'ai revu pour la première fois avec mes enfants qui l'ont vu dans la foulée du 1, 2, 3. Donc un peu avant le 5 aussi, franchement, et j'ai regardé mon épouse à la fin, j'ai dit c'est pas si pire en fait, je comprends pas pourquoi ça m'a tellement énervé, et je pense qu'il y a un décalage effectivement, c'est l'esprit quoi, il veut pas dire le temps a passé, je sais pas. Et avec difficulté, on passe à la partie spoiler. Qui fera 1h30. Voilà, au bout de 49 minutes, j'arrive quand même à passer la partie spoiler. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les émissions de Romain font 2h30. Voilà. Non, mais attends, on a fait un live Indiana Jones qui a duré 4 heures avec l'ami Vivien, le jeune. Donc, d'ailleurs, je vous invite à aller consulter la chaîne de Romain, MacGuffin Maker. On en reparlera, on le mettra le lien dans la description.
On parlait des choses, on parlait des spoilers. Greg, toi tu disais la bande-annonce, t'avais pas vu venir. Qu'est-ce que t'avais pas vu venir? Alors, c'est que, je vous explique. Ça s'appelle le cadran de la destinée. Et on voit cette espèce d'horloge tourner. Je me suis dit, ils vont voyager dans le temps. Voilà, la bande-annonce m'a donné suffisamment d'indices pour que je comprenne ça. Et il se trouve qu'à un moment donné, on les voit ensemble, lui et sa filleule, pousser un gros boulet en pierre. Et j'ai pas regardé en détail. Maintenant, j'ai regardé en détail. Effectivement, ça ne peut pas, mais je vous jure, j'ai pensé, est-ce qu'ils vont devoir réparer le passé parce que les nazis auraient tout changé, ils auraient trouvé l'Arche d'Alliance et tout. Et donc, la bande-annonce, pour moi, m'a fait une sorte de promesse inconsciente qui n'a pas été exactement respectée. Et là où je peux aller un tout petit peu plus loin, sans trop en dire maintenant, c'est que globalement, la promesse du voyage dans le temps, je l'ai trouvé soit trop énorme au point qu'il aurait fallu peut-être une série pour tout, genre Code Quantum par exemple, pour réparer toutes les erreurs du passé. Mais l'enjeu, on peut voyager dans le temps. Qu'est-ce que tu ferais à un moment donné? Il y a sa nièce sa filleule qui lui dit, qu'est-ce que tu ferais toi si tu pouvais voyager dans le temps? Il dit qu'il irait sauver la vie de. On est dans la partie spoiler, Oui, on c'est peut bon. dire. Il dit qu'il irait sauver la vie de son fils. Donc pareil, c'est une manière un peu dure de le découvrir. Voilà, on le découvre endeuillé. Et en fait, de ça, ils n'en font pas grand-chose. Et ça me dérange pas qu'ils en fassent pas grand-chose. Mais dans la dernière croisade, il y avait ce truc de l'immortalité. Qu'est-ce que t'en ferais? Ou bien et on comprend qu'ils y renoncent en fait. Là, on ne sait pas en fait à la fin s'ils y renoncent, s'ils en font quelque chose. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait des pistes de choses à raconter qui font que je reste sur ma faim. Voilà. Alors, il y a FL Reptile dans les commentaires qui nous dit: j'ai pensé aussi au côté voyage dans le temps, au pays des anciens opus. Voilà. Et il dit qu'il se sent moins seul. Mais moi, c'est pareil. J'ai eu la même, je me suis fait la même réflexion que vous. Je me suis dit, est-ce qu'il va falloir qu'il corrige le passé? Est-ce qu'il va revenir dans le passé? Est-ce que c'est lui, comme tu disais, qui va pousser le boulet dans le temple? Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça qui sont venues. Et finalement, je me suis dit, bah non, les Indiana Jones, c'est toujours la même chose. Le pouvoir se déclenche à la fin. Le pouvoir a un pouvoir limité, ne serait-ce que dans le troisième, il nous explique que, bah oui, tu as la vie éternelle, mais ta vie éternelle, elle te sert que à surveiller le Graal, elle te sert à rien d'autre, et tu peux dépasser une fois que tu as dépassé le rocher, voilà, l'effet s'annule. Terminé. Donc là, c'était pareil. Là, moi, ce que j'ai compris dans le film, c'est qu'il nous dit, bah, c'était un piège. En fait, il a fabriqué une machine à voyager dans le temps pour qu'on vienne l'aider, Archimède à battre les Romains, etc. Et en fait, elle avait aucun autre but que ça, de les envoyer à ce moment précis. Elle aurait jamais pu les envoyer à un autre moment. Donc les dés étaient pipés dès le départ et on ne le savait pas. En revanche, les cartes étaient truquées. Oui, aussi, tout à fait. Et il y a juste une chose qui m'a un petit peu gêné par rapport, tu disais, aux motivations des personnages. Justement, sa filleule, à aucun moment ils expliquent sa motivation. On la comprend. Moi, en tout cas, je pense l'avoir compris, puisque elle a perdu sa mère, elle a entendu une discussion de son père, de son parrain, en train de dire le voyage dans le temps. Donc, on peut imaginer que d'une façon ou d'une autre, elle veut probablement utiliser ce voyage dans le temps pour sauver sa mère, mais à aucun moment c'est expliqué. Et moi, c'est elle veut juste le vendre. Moi, je trouve. Elle veut faire du pognon. Hein. Moi, c'est pas comme ça que j'ai compris, parce que justement, à un moment donné, il lui dit à la scène tu fais pas ça que pour l'argent. Quelqu'un qui ferait ça pour l'argent n'aurait pas appris ses codes par cœur, n'aurait pas appris tout ça, et elle se cachait derrière cette motivation. Donc, moi, voilà, c'est tout. Mais ça reste mineur, en tout cas. Moi, je garde une grande frustration sur les Indiana Jones, et il y a une espèce de running gag là-dessus, c'est que Indy ne sert à rien, en fait, à chaque fois dans les films. Il ne sert absolument à rien. L'Arche d'Alliance, qu'il soit là ou pas, la finalité aurait été la même. Et là aussi, au final, que Indiana Jones soit là ou pas, une fois que les nazis avaient trouvé le cadran, il serait arrivé à Syracuse, il se serait aperçu que c'était finalement un petit peu à guet-apens, même si c'était pas... Voilà. Il se serait fait déglinguer quand même par les Romains, et il serait mort quand même. Donc Indiana Jones, du début à la fin de la saga, ne sert à rien. Voilà, ils ont voulu un petit peu garder la tradition, mais moi je trouve ça quand même un petit peu frustrant de se dire que... Rien que... Voilà.
a rien que montré le chemin vertueux, en fait. C'est-à-dire que il est celui qui met de la morale dans tout ça, entre guillemets. C'est-à-dire celui qui comprend au fil de l'eau qu'il ne faut pas être un nazi, par exemple, ou qu'il ne faut pas chercher l'Arche d'Alliance pour le pouvoir, ou il est le témoin, en fait. Il est le spectateur, comme nous. Il banalise la spoliation des œuvres. Mais Je sais pas si tu en as parlé dans ton livre, Romain, mais après tout, le premier spectateur d'Indiana Jones, c'est Indiana Jones, donc c'est peut-être pour ça qu'on se sent si proche de lui. Oui, Indiana Jones, c'est un témoin de l'histoire. Donc, George Lucas, assez rapidement, quand il conçoit le personnage, il veut faire un personnage qui est, pour le coup, au départ, c'est vraiment quelqu'un qui explore les civilisations très, très, très vieilles, mais à la base, Indiana Jones, il est fusionné en fait avec Luke Skywalker. Et ensuite, il sépare les deux personnages, il continue de créer Star Wars et il confie Indiana Jones, qui s'appelle pas comme ça au départ, à Philip Kaufman. Donc on est même pas au milieu des années 70, on est en 73-74. Mais au départ, c'est ça, c'est un personnage qui voyage de planète en planète et puis qui découvre des civilisations très 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 vieilles, et il prend des notes dans un carnet. Donc il y a vraiment cette notion d'observateur omniscient. Et puis après, bon, c'est mis au XXe siècle, c'est un chasseur de trésors. Dès le départ, il le dit, hein, Lucas, c'est un chasseur de primes, hein, il vole des trésors, il les revend et il fait fortune comme ça. Et puis c'est un playboy, et puis il plaît aux femmes, c'est une espèce de James Bond, etc. Donc le personnage, à la base, il n'a pas de réelle fonction noble. Et effectivement, il ne fait que passer. Mais à un moment donné, George Lucas, il lui amène cette dimension-là d'être un observateur de grands événements qui, de toute façon, se déroulent avec ou sans lui. Et après, ça peut paraître rigolo, mais je prends toujours un exemple dans l'univers étendu. Indiana Jones, il est sur le Titanic. Voilà, il survit au naufrage. Mais c'est fait exprès. Il est là, il passe. Et les choses sont ce qu'elles sont. Maintenant, j'ai quand même un peu débunké dans mon livre le fait qu'Indiana Jones n'agit pas sur l'histoire. Si, il agit, hein, évidemment. Il y a quand même plein de choses qui fait qu'on peut débunker ça. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir que le personnage, c'est un passeur. C'est un passeur entre le spectateur et l'histoire, on va dire, même si l'histoire est évidemment réécrite. Et sa fonction de passeur fait que il n'a jamais les trésors. Il les a jamais, les trésors. C'est pour ça qu'à la fin du 2, il n'a pas son trésor, il chope la fille sans lui demander son consentement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il n'a pas de trésor, jamais. Et ça, c'est... ou alors on lui vole, ou alors il le perd, etc. Comme la croix de Coronado, ou comme l'idole de la fertilité. Et ça, c'est rigolo, parce qu'effectivement, c'est assez constant dans sa ligne de vie, et finalement la seule chose qui finit par garder, et c'est en cela que j'ai trouvé la fin du 5 vraiment très belle, c'est Marion, quoi, tout simplement. Voilà, il finit sa vie comme ça. Enfin, on ne sait pas comment il finit sa vie, mais en tout cas la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui se termine comme ça, et je trouve que c'est une bonne philosophie pour le personnage. Oui, moi j'étais assez satisfait de la fin, avec cette boucle qui est un petit peu bouclée. On reboucle sur son premier amour. On nous explique pour le coup pourquoi est-ce qu'il est tout seul au début du film. On nous explique pourquoi il n'y a pas son fils, voilà, qui a pas été retenu pour être le successeur, voilà, de la franchise. Et moi j'ai trouvé ça intelligent, et j'ai trouvé ça touchant. J'ai trouvé que c'était bien écrit, voilà. Greg, tu voulais réagir? Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu plus dérangé, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que je cherche la petite bête ou si c'est avéré dans ce film. J'ai l'impression que, en tout cas, il y a une urgence au départ qui fait que tous ses collègues se font tuer. Et arrive à un moment donné le moment où on dit non, lui tire pas dessus parce que quoi, en fait. Et tu vois, dans ce film-là, tout au long du film, je me suis dit, mais pourquoi il survit? C'est-à-dire que tout autour de lui, on tue ses proches, on tue des amis à lui, mais en fait on n'a rien spécialement à soutirer de lui, ou en tout cas pas tout le temps. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui les retient de le balancer de l'avion, tu vois, je me suis dit, il est en vie dans le film, alors que ça fait longtemps qu'ils auraient dû se débarrasser de lui. J'ai ressenti ça. C'est le cas aussi dans les précédents. Hein. Oui, si tu regardes bien. Okay. Il l'enferme dans le puits des âmes dans le premier. Franchement, pourquoi autant lui
Enfin, il y a plein d'exemples qui vont dans ce sens-là aussi, mais c'est tout bête, hein, c'est le héros du film, donc il faut le garder jusqu'au bout, parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi sortir du film pour expliquer les choix. Évidemment, ils vont pas le tuer, c'est le héros. C'est bête, hein, c'est pas plus difficile que ça, je pense. Et c'est en ça, je trouve qu'ils ont été très forts. Désolée, Pierre. Vas-y, Marie. Ils ont été très forts, c'est qu'ils ont gardé justement tous les codes, comme je disais un petit peu au début, les premiers Indiana Jones. Alors moi, je me suis retapé toute la saga avant d'aller voir le 5, donc pendant 2 semaines, je les ai tous refaits. Et en fait, ils sont restés dans la lignée. Bien sûr, ils ont, comme tu disais, Romain, ils ont tous des défauts. Ils ont des défauts qui sont profonds, qu'on connaît, qui sont présents, on pourrait repasser dessus pendant des heures. Ils ont plein de défauts. Et en fait, le 5 a repris volontairement, je pense, ces défauts pour justement garder cette lignée. Et toutes ces petites choses, ces incohérences, le fait qu'il soit que spectateur, qui ne servent pas vraiment à la finalité, comme tu disais, qu'il y a plein de fois où il aurait pu mourir alors que non, qu'il y a plein de choses kitsch, qu'il y a plein de choses qui soient tout à fait impossibles, voire surnaturelles, totalement même. Enfin, toutes ces petites choses-là, qui finalement sont des marques de la saga, honnêtement, s'ils les avaient changées, corrigées en disant non, ok, on va faire un film qui est parfait, mais parfait selon qui? Parce que c'est tous ces défauts qui ont fait quand même le succès de cette saga, qui ont fait le charme de Indiana Jones. Et je trouve au contraire que c'est très couillu de leur part, désolé, de le garder, de l'assumer et justement de réussir à le retranscrire parce que c'est pas facile de se dire ok, on va garder les défauts, mais on va en faire quelque chose. C'est pas évident. Là, ils l'ont réussi. Et c'est pour ça, comme disait Pierre tout à l'heure, qu'on a l'impression d'avoir un vrai Indiana Jones, quoi. C'est le cas. Il en a toutes les qualités, mais aussi tous les défauts. Oui, ils ont gardé tous les codes des films de ces époques, qui sont moqués d'ailleurs par exemple, dans Austin Powers, où le fils il dit au docteur d'enfer, mais pourquoi tu le tues pas là? Mais parce que je dois lui expliquer mon plan et il doit me voir réussir en fait dans mon plan machiavélique. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces années-là en fait. C'est pour ça que le héros reste jusqu'au bout et reste en vie jusqu'au bout. Voilà. En tout Il y cas. a une chose dont on n'a pas parlé, et Pierre, tu sais que j'aime en parler. S'il vous plaît, la musique, parlons-en. Ah bah oui, forcément. John Williams, parlons-en. Parce que, encore une fois, on est sur la musique qui est un vrai personnage à part entière de l'histoire. Et je remercie, on parlait des qualités et des défauts qui ont été repris, et je remercie qu'ils aient pris John Williams et qu'ils aient pris ce son, qu'ils aient fait ces compositions-là qui sont extraordinaires, qui gardent l'identité d'Indiana Jones, qui se renouvellent aussi par moments. Et merci à eux d'avoir fait cette identité musicale à ce dernier film pour clore la saga. C'est Je la sais pas quel est réflexion que je me votre avis suis fait. dessus. C'est la réflexion que je me suis fait pendant le film. Je me suis dit, en fait, c'est une comédie musicale, mais sans chanson. Parce que la musique est tellement importante, tellement prégnante dans tout ce qui se passe. À chaque fois qu'il a un succès, d'un seul coup, on entend ta 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 ta, et voilà. Et comme tu dis, c'est un personnage à part entière du film, c'est une dimension du film. Et toi, Romain, tu le sais plus que n'importe qui, non? Ah, je le sais pas plus que vous, mais, En tout oui, cas, oui, pour l'avoir effectivement. travaillé dessus énormément. Non, mais la musique, évidemment, c'est une certaine façon de penser la musique qui est un peu désuète aujourd'hui. Même si John Williams, il est très moderne dans ce film-là, beaucoup plus que dans les précédents Indiana Jones. On entend la maturité dans l'orchestration, dans le choix des thèmes, une certaine absence de mélodie, et puis beaucoup plus de travail sur les textures et sur ce qu'on appelle la construction harmonique, hein, donc la manière dont les morceaux sont construits. Donc il est assez égal à lui-même, hein. Il a 90 ans, donc je veux dire, il est déjà au top de sa carrière depuis littéralement 50 ans. Mais on sent quand même qu'il y a une évolution. Et surtout, ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce film-là, il l'a composé en pensant et en ayant décidé que ça allait être sa dernière composition pour le cinéma. Il a annoncé, il a dit, ce film c'est le dernier, ce sera ensuite c'est la retraite cinéma, hein. Il est en forme, il va continuer de composer en dehors du cinéma. Entre-temps, il a changé d'avis, heureusement. Spielberg a annoncé vouloir faire un western et que John Williams fera la musique. Alors ça, c'est juste extraordinaire pour les cinéphiles qu'on est, parce que John Williams a fait des musiques de western dans les années 60 et Spielberg n'a jamais fait de western, donc c'est top. Mais ça devait être un peu son film testament. Et c'est intéressant de voir que dans ce film, il y a de tout. Il y a tout John Williams. Il y a eu une orchestration absolument extraordinaire qu'on n'avait pas forcément eu dans des précédents films comme Fabelmans, pour reprendre seulement celui-là. On a des autocitations qui viennent notamment de Star Wars, des précédents Indiana Jones, bien sûr. Et on a une pièce de concert qu'il a composée uniquement
pour les salles de concert, et du coup elle apparaît pas dans le film, hein. C'est le thème d'Elena qui apparaît juste au générique, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc ouais, effectivement, je ne peux aller que dans le sens de dire que s'il y a au moins une chose qu'on peut pas critiquer, qui est interdit de critiquer, c'est au moins la musique de John Williams dans Indiana Jones 5. Et j'invite toutes les personnes, même qui n'ont pas vu le film ou qui n'ont pas aimé le film, au moins d'écouter la musique à part. Elle est d'une richesse vraiment extraordinaire. Il y a Orion Pax qui conclut en disant un Indiana Jones sans Spielberg, ok, et un Indiana Jones sans John Williams, c'est non. Ouais. Et j'ajouterais que oui, le dernier plan du film raconte un peu ça. Tu vois, tu dis John Williams, il annonce prendre sa retraite et puis après il dit qu'il le fait pas vraiment. Le dernier plan du film, c'est éternellement ça, c'est-à-dire son chapeau est en train de pendre à une corde à linge alors que son ex-femme revient à la maison et qu'ils sont là, on les regarde tous les deux, ils sont touchants et en même temps ils sont tellement vieux, on a envie de se dire enfin un peu de paix à la maison. Eh ben non, le dernier plan du film, c'est quand même il rattrape son chapeau au point que je vous parlais tout à l'heure de mon interrogation sur le pourquoi il reprend son chapeau. Est-ce qu'il va explorer le temps? Est-ce qu'il vient de parler à Marion? Bon, il me manque quelques réponses, mais peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de répondre à tout. Et pourquoi pas de faire un 6, je suis pas sûr, mais voilà. Je pense que c'est juste un gimmick pour finir sur une belle image. Ouais. Voilà. En tout cas, ça sous-entend quand même que l'aventure n'est jamais terminée. En tout cas, même si on la voit pas à l'écran, lui, il s'arrêtera jamais, quoi. Voilà. C'est ça. Et voilà, sans transition, je vous propose de passer aux recommandations de la semaine. Comme ça? Oui, de déjà. manière si On va tenir brutale. 1h30 si tu veux. Ah, mais oui, non. mais je sais, mais moi je suis le maître du temps, hein, alors il faut absolument qu'on puisse tenir le coup. En plus, j'ai beau avoir exploré, je vous jure, j'avais une super reco, je me suis dit ce matin, j'ai une trop bonne reco, ben je l'ai perdue. Je sais plus ce que je dois vous recommander. Donc allez-y, t'as pas de reco? Donc, si, je vais essayer de retrouver. Ça va on va commencer avec Romain, notre nouvel intervenant. Une recommandation de quoi? De ce que je veux un film, une série, de la musique, voilà, un spectacle, pourquoi pas, vas-y, tout est possible. Non. Non, la recommandation, même si je ne l'ai pas vue, mais j'invite les gens déjà à aller au cinéma, parce que j'ai l'impression que les salles de cinéma se vident peu à peu, enfin c'est pas qu'une impression. Il y a le nouveau Nolan la semaine prochaine, je crois, c'est Oppenheimer. Ouais, c'est ça, il sort la semaine prochaine. Si en plus vous avez la chance de pouvoir le voir en 70 mm IMAX, n'hésitez pas, parce que ça fait une expérience en plus... une expérience dans l'expérience, on va dire. Je suis assez défenseur du cinéma de Nolan, pas tous les films. Et je suis assez passionné d'histoire de manière générale, mais surtout l'histoire du XXe siècle et le projet Manhattan, Oppenheimer et tous ces grands scientifiques de cette période-là, c'est des histoires assez passionnantes. Et là, en plus de ça, c'est une histoire passionnante et dramatique et tout ce qu'on veut. Et j'ai très hâte de voir ce que va en faire Nolan, mais je suis à peu près sûr qu'il l'a bien fait, donc ça serait ma recommandation. Allez au cinéma, allez voir Mission Impossible si vous voulez, mais allez voir quand même Oppenheimer. Ça parle de scientifiques, ça parle d'une partie, enfin d'une des séquences historiques les plus importantes du XXe siècle, sinon la plus importante. Et voilà, donc je vous recommanderais ce film. Dans ce cas-là, j'en profite, Romain, parce que je pense qu'on va essayer, en tout cas, de passer une émission sur le sujet, parce qu'on a eu en invité, pour une émission précédente, Virginie Aulagnier, qui est une écrivaine, qui a écrit la même année, bon c'est dommage, voilà, ils ont tué Oppenheimer, un roman qui raconte effectivement comment voilà, elle a tenté de, je l'ai pas encore lu, mais elle a tenté de se mettre dans la peau et de faire parler Oppenheimer sur ce sujet-là. Voilà. Oui, c'est un personnage en plus de ça extraordinaire. Et je pense qu'on le verra dans le film après, avec Part sombre, etc. Il a quand même participé à un événement dramatique, mais oui, sa ligne de vie en dehors du projet Manhattan est assez intéressante. Oui, effectivement, on a prévu une émission dessus avec Romuald et avec Virginie, mais on n'a pas encore la date, donc je peux pas vous donner une date d'invitation, mais ça devrait être début août, vraisemblablement. Voilà, Marie, ta recommandation de la semaine, s'il te plaît. Alors moi, ce sera un petit peu particulier, mais j'avais envie d'être dans le thème sans être dans le thème. Je vais vous présenter une application mobile qui a été développée par le FBI, qui s'appelle NSAF. Ça peut paraître très particulier, mais il s'agit d'une application que le FBI a rendue totalement publique, qui en fait
retrouve, je vais vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Il s'agit des œuvres d'art connues qui ont été dérobées et qui sont actuellement recherchées par les autorités. Ils ont pris le parti de créer une application qui est mise à jour en permanence sur les œuvres qui ont été dérobées, afin d'aider, bien sûr, à lutter contre les marchés noirs, notamment contre les enchères, contre les faux aussi. Et je trouve ça passionnant, extrêmement intéressant, et je trouve que ça permet à tout le monde de se sentir concerné par l'art. J'en parlais un petit peu, je voulais en parler pour Indiana Jones, parce que je fais toujours cette vieille blague comme quoi Indiana Jones est un pilleur de tombes. Et Ils la font dans le film aussi. Ouais. Oui. On parle quand même de spoliation à partir du moment où on prend une œuvre pour la mettre au Metropolitan Museum et qu'elle ne revient jamais dans son pays d'origine. C'est de la spoliation. Exactement. C'est pas parce que c'est pas un nazi que ça ne l'est pas. Et Bref. de nombreux archéologues ont participé au pillage de bien des cultures Tout par à le fait. passé. Et voilà, je voulais vraiment vous partager cette application que tout le monde peut avoir. Je trouve que c'est juste un enrichissement culturel de se J'ai rendre mis un compte. écran, NSAF, Pierre, si tu oui. veux. Voilà. Ouais, allez-y. FBI National Stolen Art File. Exactement. On mettra le lien Et dans la voilà, description. je pense que c'est bon à savoir et qu'on est tous concernés. C'est de la mémoire commune, universelle. Et j'avais envie d'en parler parce que je trouve ça une très belle démarche de leur part, pour une fois. Ouais. On ne dit pas toujours Eh ça ben, de Javier. c'est déjà tout à fait installé. original. Merci, Marie. J'ai retrouvé ma reco. Ah, Allez, vas-y. Bon, elle était pas bien loin. Il a suffi que j'ouvre Netflix et j'ai regardé ce que j'ai regardé hier. Voilà, j'ai vu hier soir, si tu veux partager l'écran, Pierre, Nimona, film d'animation. Là, je l'ai vu. Tu l'as vu, ouais, qui est sorti donc sur Netflix. J'ai un tout petit peu regardé. Il semblerait que le film était en production par le studio Fox avant le rachat par Disney, et qu'il a fait partie des films un peu mis aux oubliettes au moment du rachat. Et donc, il semblerait qu'il ait été sauvé, je cite, par ce que j'ai lu par Netflix. Et Nimona, c'est le nom d'un des personnages principaux. Le personnage principal, c'est un chevalier. On va dire que c'est un pays dans lequel la chevalerie est restée à l'ordre du jour, alors qu'il y a plus de modernité. On voit ça se passe dans des bureaux et tout, mais il reste des chevaliers pour lutter contre les monstres. Et au moment où, d'habitude, c'est les chevaliers d'ordre, enfin les descendants de la reine qui ont le droit de devenir chevaliers, et là on permet pour la première fois à un roturier de le faire, et au moment d'être adoubé, son arme, elle est bizarre, elle se transforme et elle tue la reine, donc il est accusé à tort d'avoir fomenté un coup d'État. Il doit prouver son innocence, mais comment va-t-il faire, sachant qu'il y a cette Nimona, une sorte d'enfant qui peut se transformer en monstre, qui vient, elle dit « Ah, tu dois être le pire mec du pays, je vais t'aider », et donc voilà, ça c'est le pitch de départ. On mettra le lien et c'était dans la description. Excellent, j'ai adoré. Alors, en ce qui me concerne, moi, ma recommandation est toute fraîche puisque je suis allé au cinéma 2 fois hier, une fois pour Indiana Jones et une fois pour aller voir Sifu. Ça raconte en fait l'histoire d'un chercheur d'or en Finlande en 1944, voilà, qui se retrouve confronté à des nazis. Et là, en fait, le film tourne au John Wick, un mélange de John Wick et de Mad Max. En fait, c'est un film d'action très violent, vraiment avec des plans dignes, j'ai envie de dire d'un peu de Tarantino dans cet état d'esprit-là. C'est 6 sous. C'est D'accord. 6 sous, voilà, c'est pas 6 sous, c'est 6 sous. C'est 3 francs 6 sous. C'est 6 sous, j'étais presque, hein, pas loin. Donc, 6 Bah sous, oui. S-I-S-U. Putain. Ça se déroule en Finlande, donc en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il se retrouve, C'est un film finlandais. c'est un film finlandais, mais j'étais pas sûr parce qu'il y avait quand même beaucoup de noms anglo-saxons au début. Oui, au il y a générique. Samuel L. Jackson. Ouais, c'est. Mais voilà, c'est un film que je vous recommande chaudement. C'est un petit ovni dans ce qui sort actuellement. Ils doivent pas avoir un énorme budget, encore que parce qu'il y a quelques sacrées explosions par-ci par-là. Mais voilà, des nazis, Joël et nazis, comme le dit Orion Pax en commentaire. C'est encore un film où on retrouve un héros contre des nazis. Alors, je vais pas trop vous divulgacher l'intrigue parce qu'il y a quelques surprises. Mais voilà, je peux pas vous dire plus que c'est un John Wick, un peu façon western Mad Max qui se passe dans la Laponie. Voilà, c'est vrai que ça devrait susciter votre curiosité et je vous invite à aller le voir. Vous passerez un moment sympa dans les salles obscures. Voilà.
En tout cas, ben, je vous remercie tous les trois d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. Romain, bah écoute, merci encore d'avoir accepté cette invitation, d'avoir Non, non, avec fait cette plaisir. émission avec nous. On aura plaisir à te réinviter ultérieurement. Voilà. Marie, bah maintenant, Marie, tu fais partie des meubles, hein. T'es Moi, un je suis petit peu partie du mur, voilà. la quatrième roue du carrosse avec Romuald. Voilà. Je suis la plante verte, hein, voilà. C'est ça, il Le en faut quatrième une. rang du carrosse, c'est pesant pour eux, tiens. Et Greg, bah voilà, Greg qu'on ne retrouvera pas pendant 2 semaines puisqu'il va prendre des congés bien mérités, voilà, c'est ça. C'est l'idée. Ça part en Ça se tournée, voit après là, ça prend des congés. il est au bout Ça du part en bout. tournée avec mon groupe de rock. Voilà. Et en ce qui me concerne, bah, je vous retrouverai le 23 juillet pour une émission consacrée à Final Fantasy XVI. Et si j'ai le courage, on fera même peut-être des émissions avant, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, voilà. Bah, du coup, Pierre, j'en profite puisqu'on se voit pas pendant 2 semaines, ça va me faire tout bizarre parce que mine de rien, on s'est vu toutes les semaines pendant C'est bientôt mignon. presque 2 ans. Donc merci à tous pour ceux qui ont suivi l'émission. Bah oui, l'émission et d'ailleurs qui j'ai- fête ses 2 ans cette semaine, hein, mine de rien. déjà, waouh. Déjà. Et bah, je serais très content de vous retrouver au mois d'août, donc au moins pour cette émission Oppenheimer et sans doute d'autres. Et je remercie aussi au passage Orion Pax, Gandalf 95 et tous ceux qui sont passés, Anne-Claire. FL Reptile et Anne-Claire, voilà, qui sont passés dans les commentaires, nous partager cette soirée avec nous. Allez, ciao ciao, Merci à plus. tous. Salut. Ciao. Au revoir.